Il discutait, il marchait simplement, il promenait un monde autonome. Puis tout de même, il incarnait, il représentait, Oui. il était le délégué, si vous voulez, d'un esprit Oui. qu'il avait créé d'ailleurs. Oui, il avait, qui alors était là, le il avait un sentiment très vif de ça, et peut-être alors son comportement était-il un peu différent. J'en parle parce que personnellement, je n'ai pas vécu la vie du groupe surréaliste. Je ne suis pas du tout collectif en ce qui me concerne. J'aimais beaucoup mieux voir Breton seul à seul, ou, enfin, avec ou deux amis qui venaient me promener avec lui. J'ai eu l'impression qu'il y avait fatalement un certain décalage, non pas du tout qu'il changeait d'attitude, mais lorsqu'il était tout de même dans le groupe, il se sentait beaucoup plus le représentant, enfin responsable, bien entendu, d'une certaine forme de pensée, une certaine conception des choses. Et peut-être alors là était-il plus rigoriste, disons, plus coupant, plus tranchant. Finalement, il était conducteur d'un certain nombre de forces que peut-être Oui. il ne déchaînait qu'en présence des autres. Oui. Et c'est ce qui a fait de lui, disons, ce grand magnétiseur, comme on l'a dit. Oui. Breton n'était pas tellement un homme, je dirais, d'échange. Enfin, il n'était pas brillant spécialement dans la conversation, et surtout pas brillant sur un plan particulièrement intellectuel. C'était beaucoup plus un homme de communication, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait sentir, par le seul fait d'être là, de se comporter, de ne rien dire, ou de parler, en fait, il rendait sensible une certaine manière d'être continue, enfin, vis-à-vis du monde, qui se communiquait pratiquement sans parole. Je ne crois pas que l'échange des paroles était toujours l'essentiel avec lui. Vous savez, en fait, il y a, enfin, je ne sais pas, on a fait des expériences sur le monde végétal, je crois. Enfin, cette image est peut-être audacieuse, mais il y a par exemple des végétaux dont on sait qu'ils croissent plus vite, exposés à certains rayons lumineux qu'on ne voit pas à l'infrarouge, en particulier, je crois, toute la zone de l'infrarouge. Et en fait, la présence de Breton agissait un peu de cette façon, c'est-à-dire qu'elle activait, disons, des germes, elle stimulait des germes qui étaient dans chacun de ses interlocuteurs ou ses compagnons. Mais enfin, il n'agissait pas pas tellement par la parole, par le discours, en fait. C'était tout à fait différent. C'est un genre de communication, on l'a dit d'ailleurs, qui rappelle plus celle qui est admise en Orient, il n'y a pas de doute. Enfin, certains sages de l'Orient sont censés communiquer, surtout par le silence. C'est un homme de sentiment, au fond. Je crois que pour lui, c'était sa grande originalité, c'était la primauté. C'était le cœur. C'était pour ça d'ailleurs qu'il aimait tant Apollinaire. Oui, c'est ce qui faisait une impression tellement étrange, mais à l'époque, on voit ça très peu. Breton n'était pas tellement à l'aise non plus dans le monde, je crois. Il n'était pas tellement peut-être dans son époque. C'est vrai, c'était un passant, c'était un déplacé. La jeunesse qui de nouveau part dans une nouvelle révolution, est-ce qu'elle n'est pas plus proche du surréalisme dans sa façon de concevoir cette révolution qui est par certains aspects irrationnelle, ce qu'on lui reproche assez depuis quelques mois ou quelques temps, et ça ne rejoint pas certaines sources de la révolution telle que le surréalisme le comprenait? C'est sûr. D'abord, il n'y a jamais eu rupture entre la Révolution et le surréalisme. Breton se considérait comme par essence révolutionnaire. Il a constamment rompu avec tout ce qui lui paraissait devenir une forme figée de la Révolution, sclérosée. Et il y avait chez lui un mouvement pour se secouer, évidemment, y compris même de ce qu'il avait fait autrefois, avec lequel il rompait aussitôt. C'était une révolution plutôt permanente, enfin, disons, beaucoup plus qu'une révolution institutionnelle ou institutionnalisée. Et bien sûr, il aurait reconnu, très vraisemblablement, beaucoup de ce qu'il désirait, ou de ce qu'il avait souhaité ou pensé dans le mouvement de mai. C'est très probable, c'est très probable. Il est très difficile de s'avancer là-dessus, il parle à sa place, mais c'est très probable. Il y avait pour beaucoup de gens qui observaient ça de l'extérieur, il y avait même des ressemblances extrêmement frappantes, enfin, y compris dans la forme des inscriptions, l'inspiration qui était à la base, et puis le côté libertaire du mouvement qui était essentiel chez Breton. Breton, évidemment, à un moment accepté, disons, le marxisme. Il était beaucoup plus proche de Fourier, en fait, mais je crois qu'au fond, il était beaucoup plus proche de l'anarchisme. Mais est-ce que son besoin d'irrationnel, son refus du rationalisme, devait automatiquement le détacher de tout parti, de tout mouvement révolutionnaire, qui doit forcément un jour ou l'autre déboucher sur une action rationnelle? Oui, ça, il est bien évident que ce qu'on peut appeler le souci d'efficacité
était assez étranger à Breton. Disons, on peut dire que c'est le point faible de la politique surréaliste, évidemment, mais c'est ce qu'elle a aussi de stimulant Et de pur. d'incorruptible, disons. Quand on lit position politique du surréalisme, ça apparaît tout à fait. D'où évidemment les malheurs continuels de Breton avec les partis politiques. Je crois que vraiment, sans parler très extérieurement, que dire que Breton est devenu prisonnier de sa légende, son personnage, pas du tout. C'était une personnalité d'un bloc, évidemment, tellement forte que, évidemment, cette continuité surprend à l'époque où il est souvent caméléon, disons. Et alors, évidemment, Breton restait, de certaine manière, inébranlable sur ses positions, il n'y a pas de doute, ce qui pouvait donner cette impression de statut. Il avait d'ailleurs un côté homme de pierre, comme ça, même dans l'aspect physique.